Voilà, un nouveau porte-avions nouvelle génération, donc la mise en chantier commence. On regarde quelques caractéristiques: 310 mètres de long, 85 de large, un poids entre 80 et 90 000 tonnes. Ce sera un monstre des mers finalement. Est-ce que ce porte-avions du futur est à même de répondre aux défis qui nous attendent? Justement, c'est ça l'ambition, c'est de ne pas se limiter à un porte-avions qui est le seul qu'on a aujourd'hui au niveau d'européen, le Charles de Gaulle, et d'avoir quelque chose qui puisse accompagner et notamment les futures menaces. C'est-à-dire que là, pourquoi est-ce qu'il est 2 fois plus lourd, 2 fois plus gros? C'est parce qu'il faut des avions furtifs à horizon 2035-2045, et ces avions furtifs, ils sont forcément avec leurs bombes qui sont dans les soutes, donc des avions qui sont 2 fois plus gros. Donc les futurs avions ne tiennent pas sur un porte-avions de la taille Charles de Gaulle, donc on fait un porte-avions qui est 2 fois plus gros. Mais alors, certains experts disent par exemple, un porte-avions, ça peut arrêter 100 drones, ça peut pas arrêter 1000 drones, ça peut pas arrêter des essaims de drones comme ce qu'on voit dans la guerre que mène la Russie. Alors c'est vrai aujourd'hui, mais ce sera certainement faux dans quelques années, et heureusement. Par exemple, vous avez des sortes de canons qui vont avoir une sorte de télémètre laser, donc un rayon laser qui va détecter la distance à laquelle cet essaim de drone est en train d'arriver, et un seul obus va exploser et va pouvoir détruire des centaines de drones qui seraient en train de nous foncer dessus au même moment. Donc aujourd'hui, oui, c'est pas prêt, mais dans 2, 3, 5, 10 ans, ça, ce sera opérationnel. Et on parle quand même d'un porte-avions qui sera opérationnel seulement en 2040. On aura des rayons laser, on aura des armes à énergie dirigée, on aura beaucoup d'autres choses pour se défendre. Donc il faut bien comprendre l'écosystème. Puis le porte-avions ne sera pas tout seul. Avec lui, il y aura des nouveaux sous-marins, il y aura aussi les frégates antiaériennes. C'est vraiment pas juste le sous-marin, pas juste le porte-avions, c'est vraiment toute la marine nationale et la projection de la puissance française. Là, c'est 80 000 tonnes de diplomatie. Et là, on la montre. Vous dites 2040 pour le côté opérationnel. Ça veut dire que peut-être pendant quelques années, on va avoir 2 porte-avions? C'est ça aussi l'objectif, c'est de pouvoir avoir un tuilage entre les deux pour que les équipages se forment sur l'un sur l'autre. Donc on aura aussi beaucoup trop de monde pendant un moment sur le Charles de Gaulle. Et puis pour pouvoir former des hommes, pour pouvoir équiper le deuxième porte-avions et pour transférer petit à petit. Et puis cette taille aussi, ça permet, vous voyez cet avion qu'on voit au milieu, c'est un avion radar. Et c'est ça la différence entre le porte-avions français et les porte-aéronefs, tels que les Anglais ou les Italiens peuvent en avoir. Comme ils n'ont pas de catapulte, eh bien ils ne peuvent pas faire décoller un avion à hélice qui va, lui, être capable de voler pendant 6 heures, 8 heures, et avec son radar qui va donner une information sur des centaines de kilomètres. Et ça, c'est un gros avantage de la France sur tous ses compétiteurs. Jusqu'à maintenant, il n'y avait que les États-Unis et la France qui l'avaient. Maintenant, il y a également la Chine. La Russie n'a jamais eu cette capacité, par exemple. Je voudrais maintenant qu'on écoute le président ukrainien. Les Européens ont-ils peur de Poutine? D'après le président Zelensky, certains de ses partenaires retardent la livraison de missiles de défense aérienne. On l'écoute, on en parle juste après. Pouvons-nous commencer prochainement à produire nos propres missiles pour les systèmes étrangers? Non, nous ne le pouvons pas. Nous n'avons pas de licence. Nous avons contacté nos partenaires pour obtenir des licences. L'autre option, c'est l'achat des missiles. Nous le pouvons. Et pour être honnête, certains partenaires ont commencé à retenir un peu les missiles de défense aérienne à certains moments et nous ne pouvons pas encore obtenir les quantités dont nous avons besoin. Pourquoi? Parce que la Russie a attaqué et intimidé l'Europe avec ses drones. J'ai alors fait part de mes réflexions à mes partenaires, leur disant que j'avais le sentiment que l'une des raisons de ces attaques n'était pas seulement de tester la résistance des Européens, mais aussi de retenir nos partenaires avant l'hiver, c'est-à-dire de retenir les livraisons à l'Ukraine, de faire en sorte qu'ils les gardent pour eux. Est-ce que les Européens ont peur de livrer l'Ukraine à cause de la menace russe? Mais c'est une certitude, et c'est une habitude de la Russie et de ses proxys. Ils ont fait tirer à la Corée du Nord un missile au-dessus du Japon au moment où le Japon allait donner des missiles. Ils ont envoyé un missile sur le Pakistan au moment où le Pakistan allait donner des chars T-80. Le Hezbollah a bombardé la Jordanie juste au moment où la Jordanie a donné des systèmes. Donc vous pouvez faire ça au niveau mondial, jusqu'au Maroc avec le Front Polisario qui a recommencé des attentats. Et ils ont commencé à faire survoler avec des dizaines de drones, dont certains étaient armés sur la Lituanie en particulier, et également le survol avec plus de 23 drones qui ont été en Pologne, juste au moment où on allait commencer à fournir davantage de systèmes. Ça a freiné les ardeurs d'un certain nombre de partenaires de l'Ukraine, mais il faut aussi être clair, ce qu'on fournit à l'Ukraine, ce ne sont pas les systèmes qui sont adaptés pour protéger contre les drones. Pour se protéger contre les drones, aujourd'hui, il y a un pays qui sait le faire, c'est l'Ukraine. Si on veut être capable de se protéger contre les drones demain, sans attendre un développement qui va attendre quelques années, il faut tout de suite acheter les technologies ukrainiennes. Et par contre, nous pourrions leur fournir davantage de systèmes lourds qui leur permettent par exemple de se protéger contre les missiles hypersoniques. Ce que savent faire les Ukrainiens dans le domaine du low cost, nous ne le savons pas le faire. Et à l'inverse, ils n'ont pas la capacité de défendre contre les missiles qui visent aujourd'hui leurs centrales électriques par exemple. Les Allemands de leur côté ont annoncé cette semaine qu'ils allaient fournir à l'Ukraine des missiles Sidewinder en 2026.
Odessa. On regarde ce qu'a dit le ministre de la Défense allemand. L'année prochaine, nous fournirons un grand nombre de missiles Sidewinder provenant de nos propres stocks afin de renforcer la défense aérienne de l'Ukraine. C'est des missiles qui, pour certains, datent des années 50. Est-ce que ça va être utile et performant pour les Ukrainiens? Alors, c'est un missile air-air à courte portée. C'est-à-dire que c'est un missile qui peut être tiré par les avions, notamment les F-16 et les Mirage 2000 qui sont là-bas. On parle des avions modernes, ou alors si les Ukrainiens arrivent à l'intégrer sur le MiG-29 par exemple. Donc ça veut dire que c'est un missile qui permet d'abattre des missiles de croisière russes qui sont lancés par centaines chaque semaine sur le territoire ukrainien. Que font les Ukrainiens quand ils ont utilisé tous leurs missiles? Parce qu'ils ont un stock qui est très limité. Ils doivent détruire les missiles et les drones russes, les drones Shahed, avec le canon. C'est très difficile, il faut s'en rapprocher à quelques dizaines de mètres. Et puis, il y a aussi eu 2 pertes de F-16 parce que les explosions de ces missiles étaient ingérées par les entrées d'air des avions de chasse. Et donc, il y a eu 2 pertes d'avions de chasse ukrainiens pour cette raison-là. L'intérêt de ces missiles, c'est qu'évidemment, on peut tirer sur une cible à 10-15 km, on ne met pas en danger le pilote, on a une certitude de coup au but qui est de 100%. Donc là, quand on voit que ça s'approche d'une centrale électrique, d'une usine, on peut la sauver à 100%. Et puis accessoirement, c'est des systèmes qui sont en fin de vie, vous l'avez dit. Ils ont été conçus et produits à partir des années 50. Alors il y a différentes générations et différents modèles, mais on imagine bien que de la même manière que la France a donné ces vieux missiles Magic 3, qui sont aujourd'hui utilisés avec beaucoup d'efficacité pour protéger le ciel ukrainien sur les Mirage 2000 français, ben ce système-là, il va sauver des vies et ça va faire des économies. Parce que si vous devez démanteler des vieux systèmes, vous devez payer du démantèlement qui coûte cher. Là, ça va simplement être utile et gratuit. On va regarder quelques chiffres fournis, diffusés par Zelensky, le président ukrainien, qui dit que la semaine dernière, la Russie a mené des attaques massives contre l'Ukraine avec 1300 drones de combat, près de 1200 bombes aériennes guidées, 9 autres missiles de types différents. La région d'Odessa est l'une d'ailleurs des plus touchées. La priorité des Ukrainiens, c'est la défense du ciel. Alors, il y a 2 guerres différentes. Il y a la guerre sur le front dont on parlera, et il y a la guerre à longue distance dans laquelle les Ukrainiens, évidemment, ils subissent ces attaques russes depuis des années et des années. Donc, ils ont développé des systèmes de protection aussi bien qu'ils le peuvent. Et pour certains d'entre eux, ils ne sont pas capables de se défendre sans notre aide. Par exemple, Odessa, malheureusement pour eux, ils sont à portée de certains missiles balistiques qui peuvent être touchés depuis la Crimée. Et puis, ils sont aussi en première ligne. C'est-à-dire que les bateaux russes qui seraient dans la mer Noire peuvent tirer des missiles qui vont arriver sur Odessa. Tandis que quand vous êtes plus sur les terres, sur les arrières, vous avez déjà plusieurs lignes de défense, notamment celle d'Odessa, qui va aussi protéger les villes qui sont sur les arrières. Et c'est pour ça que de la même manière, la Crimée en Russie, et en Ukraine occupée, donc la Crimée est beaucoup plus touchée parce qu'elle est directement sur la mer. Et il y a des coups au but ukrainiens sur la Crimée quasiment tous les jours, alors qu'évidemment, quand on a des centaines de kilomètres dans la profondeur russe, c'est plus compliqué. On va regarder des images des bombardements russes sur le port d'Odessa et ses environs, qui se sont donc intensifiés ces dernières semaines. Les Russes ont frappé des installations portuaires, des infrastructures énergétiques aussi, des ponts. Pourquoi les Russes, en pleine discussion sur la paix, insistent, mettent autant d'efforts sur cette région-là? Alors, d'une manière générale, ils sont aussi en difficulté, les Russes, à cause des drones navals qui sont lancés de la zone d'Odessa. Donc faire souffrir les Ukrainiens sur la zone d'Odessa, c'est une réponse au fait que eux, leur flotte, ils ont perdu encore quand même un sous-marin cette semaine. Ils ont perdu des bateaux, des cargos, y compris jusqu'au cœur de la Méditerranée, y compris au large du Sénégal où les Ukrainiens se permettent d'aller. Donc cette guerre économique pour étouffer l'économie, c'est aussi lié à Odessa. Vous dites pour étouffer l'économie parce que par ce port transitent les céréales que l'Ukraine veut exporter. Exactement. Il y a aussi bien sûr les hydrocarbures. Voilà, donc ça fait mal à l'Ukraine. Les Russes sont étouffés par les Ukrainiens quand ils font attaquer leurs bateaux, et du coup en contrepartie ils essayent d'empêcher les Ukrainiens d'exporter, avec une grosse différence. Quand les Russes bombardent et détruisent des cargos turcs qui transportent de l'huile de tournesol et du grain, et c'est réellement ça qui a été visé plusieurs fois, ils attaquent des propriétés privées qui n'appartiennent pas à l'État. Quand les Ukrainiens attaquent des pétroliers, et bien là c'est la Russie, c'est de l'argent russe, c'est l'argent de l'État qui va être touché. Et donc, même sur le plan légal, la Russie n'a pas le droit de faire ça, alors que l'Ukraine a le droit d'attaquer des infrastructures qui soutiennent l'économie de guerre russe. Réaction du président ukrainien qui dit, face à ces bombardements à Odessa, renforcer sa défense aérienne, et il affirme aussi que la question d'un changement de commandement est évoquée. Nous devons réagir rapidement, il y a urgence.
C'est évident, mais aussi c'est une ville qui souffre beaucoup depuis très longtemps. Et il y a aussi une souffrance, c'est de savoir qu'on est à seulement quelques kilomètres de la frontière. Si la Roumanie le souhaitait, il y a une partie de ces missiles qu'on voit arriver à longue distance et qu'on pourrait intercepter, même sans n'avoir besoin de traverser la frontière avec un avion. On pourrait tirer depuis le sol roumain pour détruire ces missiles qui sont en train de taper des ports fluviaux. Sur certains, c'est juste de l'autre côté de la rivière. Il y a la Roumanie d'un côté, il y a l'Ukraine qui se font taper de l'autre côté. Les Roumains se contentent de vérifier que les missiles n'ont pas traversé la frontière, alors qu'ils pourraient simplement les intercepter. Ça, c'est aussi difficile à accepter. Et quand vous avez des avions de chasse roumains, quand certains missiles russes violent la frontière aérienne, survolent leur territoire pendant plusieurs minutes, les avions de chasse les escortent, et puis c'est bon, c'est pas grave, ça retourne du côté ukrainien. C'est n'importe quoi. Évidemment, quand on a la capacité d'intercepter ces missiles, il faut s'autoriser politiquement à détruire ces missiles. Le pays qui a détruit le plus de missiles russes, c'est la Biélorussie. Quand il y a des dizaines de missiles qui se trompent de trajectoire et qui se perdent, la Biélorussie les intercepte et les détruit. Nous ne nous permettons pas de faire ce que la Biélorussie conduit tous les jours. Ça, c'est pas normal. Des images impressionnantes à présent, images des lignes de défense ukrainiennes, hein, des fosses anti-chars avec des tranchées, et puis ce qu'on appelle les dents du dragon, là, qu'on voit à droite de l'image, et ça s'étale comme ça sur des milliers de kilomètres. Vous allez très souvent, régulièrement en Ukraine. Vous les avez vues, ces lignes de défense? Oui. Alors, il faut bien comprendre, justement, ça qui est intéressant, c'est que je peux voir l'évolution de ces lignes de défense par rapport à ce qu'on voyait il y a un an. Par exemple, quand j'allais à Pokrovsk à l'été 2024, je voyais à quel point les lignes semblaient impressionnantes sur l'avant, en protection de Pokrovsk. Mais j'ai jamais vu quoi que ce soit qui soit de ce niveau-là. Et c'est-à-dire que ce que les Russes ont réussi à faire en passant ces lignes, eh bien, ça va être 100 fois pire demain. Là, on est sur différentes lignes, des lignes anti-chars, c'est-à-dire qu'un véhicule ne passe pas. Derrière cette ligne anti-chars, si on arrive à la passer, on tombe sous les dents de dragon. Donc là, il faut imaginer, c'est des pylônes de béton qui sont enterrés dans le sol de plusieurs mètres. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Ça fait combien de mètres? Parce que là, on ne se rend pas compte sur l'image. Les dents du dragon, elles sont hautes En hauteur, ça ne doit pas dépasser 1 mètre. Oui, c'est 1 mètre. Mais finalement, c'est surtout qu'on ne peut pas les renverser avec des bulldozers. Ils n'ont pas été posés comme les Russes avaient pu le faire sur la ligne Surovikin à l'époque. Là, ils sont vraiment enterrés. Ensuite, vous avez encore 2 lignes et vous avez des barbelés qui sont en haut. Et si éventuellement vous avez réussi à passer, vous avez encore un deuxième. Si un véhicule a réussi à passer, il va encore être renversé. Donc là, vous avez vraiment, ça va être une souffrance pour les Russes, encore pire que par le passé. Et c'est pour ça que quand on dit que les Russes auraient besoin d'encore 3 ans pour finir de conquérir le Donbass, moi je pense que même que ce sera encore pire, puisque les plus grandes villes du Donbass libres sont Kramatorsk et Sloviansk, ne sont pas occupées, et il y a des lignes de défense encore plus renforcées que tout ce qu'ils ont eu à être confrontés jusqu'à maintenant. Est-ce que l'Europe devrait mettre des fosses anti-chars à ses frontières comme ça? C'est le cas. C'est le cas. Vous avez les Pays-Baltes qui commencent à construire exactement ce même type de défense. Alors là, ce qui est invisible également, c'est qu'il y a des petits bunkers qui sont enterrés à plusieurs mètres de profondeur. J'en ai visité plusieurs, des bunkers en béton qui là, du coup, on ne les voit pas. Et en fait, ils ouvrent une sorte de fenêtre et ils peuvent lancer les drones. Donc en plus, ce qu'on ne voit pas ici, c'est toute la partie un peu comme la ligne Maginot, sauf que c'est pas avec des gros canons visibles, c'est avec des fenêtres pour lancer facilement des dizaines de drones pour rester protégés tout en étant capable de continuer à le piloter. Donc sur notre frontière, on construit la même chose. Est-ce que Poutine est sur le point ou veut attaquer l'Europe? Non, répond la chef du renseignement américain. En fait, elle répond à Reuters, l'agence de presse, qui a dit ce week-end, selon des sources au renseignement américain, eh bien Poutine, il veut d'abord toute l'Ukraine et puis en plus, il veut récupérer des parties de l'Europe qui appartenaient à l'ancien empire soviétique. On écoute donc la chef du renseignement américain qui dit que ce sont des mensonges. Chaque fois qu'ils font des progrès et qu'ils se rapprochent de plus en plus de cet espoir de paix, les bellicistes de l'État profond interviennent et font tout leur possible pour les en empêcher. Comme on pouvait s'y attendre, ils utilisent les mêmes vieilles tactiques qu'ils ont toujours utilisées. L'État profond au sein de la communauté du renseignement utilise les enseignements comme une arme pour tenter de saper les progrès. Ils les divulguent à leurs amis et aux médias de propagande afin de diffuser ces informations et de promouvoir un récit mensonger. Ils attisent la peur et l'hystérie afin de justifier la poursuite de la guerre et leurs efforts visant à saper les efforts du président Trump en faveur de la paix. Alors, quel crédit déjà on peut accorder aux propos de la chef du renseignement? Est-ce que Poutine veut ou non attaquer l'Europe?
Alors déjà, il faut rappeler qui est Tulsi Gabbard. Tulsi Gabbard, c'est elle qui dit que l'Ukraine s'est fait attaquer parce que l'OTAN s'est approché. Elle balance toute la fake news autour de la présence de laboratoires chimiques, etc. C'est elle qui va dire aussi que, enfin, grosso modo, c'est la propagande russe. En août dernier, elle a même fait fermer un organe d'État américain de renseignement qui était dédié au suivi des activités d'ingérence étrangère. Donc pour vous, c'est la voix de Poutine? C'est la voix de Poutine, avérée bien avant que Trump soit élu. Elle était connue pour ça et elle s'est pas arrêté avec son élection et sa mise en œuvre. C'est-à-dire qu'ils ont arrêté de suivre certaines activités des Russes sur le territoire américain. Quelle est d'autre explication que dire qu'elle est soumise au pouvoir russe? Et aujourd'hui, c'est universellement connu qu'il ne faut pas l'écouter. Et à l'inverse, vous avez au Sénat américain, vous avez un des responsables de la commission du renseignement du Congrès qui nous dit il y a des informations qui sont confirmées par les services de renseignement américains qui disent que les Russes sont en train de se préparer à une invasion. Exactement les mêmes informations des mêmes sources qui avaient annoncé en janvier-février 2022 que les Russes allaient attaquer. Donc les gens qui avaient raison hier, qui nous disent aujourd'hui que les Russes sont en train de se préparer, tout comme le disent les Finlandais, les Polonais, les Pays-Baltes, qui ont ces informations, qui ont réussi à récupérer les plans d'invasion, tout le monde le dit. Mais vous avez la propagande pro-russe, et malheureusement Tulsi Gabbard y contribue, qui nous dit ben non, vous inquiétez pas, il faut rien faire. Et puis prétendre que les Russes vont attaquer demain, ce serait pour empêcher un cessez-le-feu aujourd'hui. Mais les Ukrainiens ont accepté les 6 propositions de cessez-le-feu et de paix que Trump a proposées depuis qu'il est en mandat. Mais quand elle dit, de toute façon, Poutine, il n'a pas les capacités de prendre toute l'Ukraine et de prendre aussi des pays en Europe. Est-ce qu'il en a ou pas les capacités? Poutine est incapable de prendre l'Ukraine parce qu'il a face à lui une armée de 800 000 hommes qui produit 10 000 drones kamikazes par jour. Je schématise, mais c'est ça. 85% des pertes matérielles russes sont du fait de ces 10 000 drones kamikazes produits chaque jour. Combien est-ce qu'on produit de drones kamikazes au niveau européen ? Une dizaine, une centaine. Est-ce que nous sommes capables de faire face à des dizaines et des milliers de drones qui seraient lancés chaque jour sur nos forces? La réponse, elle est non. Le seul pays qui sait tirer 10 000 drones par jour et qui est capable de contrer des milliers de drones par jour, c'est l'Ukraine. Si demain, la Russie se met face aux pays baltes et qu'ils mettent 150 000 hommes face à 15 000 soldats des brigades étrangères qui sont sur place et la petite Estonie qui fait pas grand-chose, et que nous n'avons pas de drones et pas de capacité de les supporter, non, nous ne sommes pas capables de faire face à la Russie. On les domine sur le plan aérien, on les domine sur le plan naval, il n'y a aucun doute. Mais prendre une toute petite part de l'Estonie et que celle s'assoit sur ce gain, ça veut dire que c'est l'effondrement du système de sécurité de l'Union européenne et de l'OTAN. Et c'est ça auquel pensent tous les stratégistes dans les ministères, c'est que réellement la Russie, on voit que physiquement, elle produit des armements, elle construit des baraquements et elle éduque aussi sa population dans ce domaine. Il faut regarder ce que dit Patrushev. Patrushev a répété encore une fois l'année dernière que la vocation des pays baltes était de revenir dans le giron de la Russie. Donc eux, ils s'y préparent militairement, politiquement, tandis que nous, on continue à se poser des questions et on n'est toujours pas en train de monter en puissance. On a vu des images qui nous viennent d'Estonie. Vous avez évoqué ce pays. Hier, il y a 3 gardes frontières russes qui ont passé la frontière, qui se sont introduits en Estonie pendant 20 minutes. C'est quoi ça? Est-ce que c'est pour nous tester, nous, Européens? Bien sûr. Alors, ils ont été sur une digue estonienne, territoire estonien, mais c'est pas une première. Il faut se souvenir, là c'est la première fois qu'ils le font au niveau terrestre. Mais par le passé, ils ont déplacé les bouées qui font la frontière, qui marquent la frontière navale entre l'Estonie et la Russie. Ils ont violé un nombre incalculable de fois l'espace aérien estonien, y compris pendant plusieurs dizaines de minutes avec des MiG-31, tout en prétendant que c'était pas fait exprès et que c'était nous qui étions agressifs et que si on les abattait, c'était nous qui étions en tort, alors qu'ils sont quand même dans notre salon. Ils viennent dans notre salon et il faut qu'on les regarde sans rien faire. Donc oui, ils continuent petit à petit à tester nos limites. Et quelle est notre réponse? Bon, on va peut-être convoquer leur ambassadeur, on va dire attention, c'était pas très gentil, c'est encore une fois une marque de faiblesse, et eux, ils se permettront d'aller plus loin. L'Estonie, la Lituanie et la Lettonie, c'est les seuls pays qui ont reçu des drones armés sur leur territoire. En Lituanie, c'est un drone dans lequel il y avait des explosifs, un Gerbera, qui est tombé sur une base militaire. On a préféré le passer sous le silence médiatique à l'époque, mais c'est une réalité. On va écouter maintenant le Hongrois Viktor Orban qui dit qu'on va échouer à arrêter la Russie. Il existe de grandes traditions européennes. Après tout, ils ont déjà essayé d'attaquer la Russie. Napoléon, par exemple, n'est-ce pas? Et Hitler. Ils n'ont pas réussi. Et maintenant, bien sûr, Kaja Kallas va réussir.
notre réaction. Mais déjà, personne ne parle d'attaquer la Russie. Il part du principe que quand on attaque la Russie, c'est difficile et ça ne marche pas. On le confirme. Le principe, c'est qu'on ne va jamais attaquer la Russie, ni ici, ni ailleurs, ni sur le front, ni sur Kaliningrad. C'est la Russie qui est agressive. Et c'est même pas simplement sur l'Europe. Pourquoi est-ce que le Kazakhstan fait des accords de défense avec la Chine tournés contre la Russie? Pourquoi est-ce que l'Azerbaïdjan s'associe à la Turquie contre la Russie? Et pourquoi est-ce que l'OTAN progresse? C'est parce que volontairement, ces pays se sentent menacés, y compris maintenant des pays comme l'Arménie commencent à se poser des questions sur leurs alliances et se tournent vers les Américains, alors que traditionnellement, c'était les Russes qui étaient leurs alliés. Donc, personne ne veut attaquer la Russie. Par contre, la Russie étant une menace grandissante, il faut que nous ayons les moyens d'être dissuasifs. Et donc, il faut être plus armés aujourd'hui. Et si on est suffisamment fort, effectivement, la Russie sera contrainte de ne pas essayer, mais la première défense, c'est l'Ukraine. C'est l'Ukraine qui aujourd'hui affaiblit la Russie et nous fait gagner des années précieuses pour être capable de nous renforcer. Et si on ne se force pas aujourd'hui à être puissant, eh bien ce sera aujourd'hui, ça se paye par le sang des Ukrainiens et demain ça se paiera malheureusement par le sang des Français. Alors dans les discussions autour de la paix, en ce moment, il y a au cœur de ces discussions les garanties de sécurité, donc garanties de sécurité pour l'Ukraine, pour s'assurer que la Russie ne réattaque pas. On va regarder ce que dit le média Bloomberg d'abord. Ces garanties de sécurité prévoiraient 800 000 hommes qui seraient donc en première ligne de la dissuasion. En retrait, il y aurait des troupes européennes et puis les États-Unis qui feraient de la surveillance et du renseignement. On va écouter Zelensky qui dit « Moi, j'aurais jamais 800 000 hommes ». On l'écoute. Tout d'abord, il n'y a tout simplement pas de proposition d'une telle force de 800 000 soldats. Il ne s'agit pas de forces de défense, mais des forces armées ukrainiennes. Notre armée compte, en globalité, 800 000 soldats. Passons maintenant à la deuxième partie de votre question. L'Ukraine sera-t-elle en mesure de financer une telle armée? Non, elle ne le sera pas. Les ressources financières ne suffiront pas. C'est pourquoi je mène ce dialogue avec les dirigeants, car j'envisage un financement partiel de notre armée par nos partenaires, comme une garantie de sécurité pour nous. Et est-ce que là, il est en train de dire aux Européens, il faudra aussi des soldats européens avec nous en première ligne? En fait, il va même plus loin que ça. Il dit, puisque la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les alliés de l'Ukraine, même s'il y a la Turquie, l'Australie, le Japon, le Canada, il y a plein de pays qui veulent participer, plus d'une trentaine aujourd'hui, dans le cadre d'un après-cessez-le-feu pour émettre des hommes, on sait très bien que cette masse de manœuvre, elle est ridicule. On parle de quelques dizaines de milliers d'hommes, peut-être 30 000 hommes, mais pour faire face à la Russie, évidemment, il faut être beaucoup plus dissuasif et il faut de la masse. L'Ukraine, de son côté, elle n'a pas les moyens d'entretenir une armée de 300 000, 400 000, 800 000 hommes. Et donc, ils disent, vu que les Européens, vu que les alliés, c'est très bien, merci de nous donner les 30 000 hommes pour protéger cette paix, pour éviter une reprise du conflit, mais puisque vous ne pouvez pas faire plus, financer notre armée pour que nous puissions, Ukrainiens, maintenir une armée qui ferait 400 000, 500 000 hommes. Et ça, ce serait une vraie garantie de paix sur le long terme. Plutôt que d'avoir une petite armée et un petit renfort, certes, on a un petit renfort, mais aidez-nous à financer notre armée sur le long terme. Est-ce que les garanties de sécurité dont on a parlé sont, selon vous, acceptables par Moscou ? Mais Moscou refusera toute garantie de sécurité puisque leur ambition, encore une fois répétée cette semaine, c'est de pouvoir annexer la totalité de l'Ukraine et donc une partie de l'Europe et des pays baltes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la Russie, si on la met dans l'équation, évidemment, il aurait fallu arrêter de soutenir l'Ukraine, il ne faut pas lui fournir d'armes. Il faut bien comprendre qu'on sauve des vies à chaque fois qu'on aide des Ukrainiens. On sauve des Ukrainiens. Si la Russie avait réussi à faire sur la totalité du territoire ce qu'elle a fait dans les zones occupées, on aurait des dizaines et des centaines de milliers de morts supplémentaires. Combien de Mariupol on a évité? Et dans les zones occupées puis libérées à la fin de 2022, on sait exactement ce qui s'est passé. La Russie se vante d'avoir déporté 700 000 mineurs, 700 000 enfants des zones occupées. C'est eux qui le disent, ils s'en vantent. Donc on est vraiment sur une forme de génocide, la destruction de la culture, la dépopulation, le fait de remplacer les habitants, par exemple à Mariupol, par des populations qui viennent de Russie pour dépeupler ces populations des Ukrainiens et pour mettre des Russes ethniques à la place. Donc on est sur une situation où on sait ce qu'il se passe quand on ne soutient pas correctement les Ukrainiens. Et donc aujourd'hui, évidemment, ça fait partie du storytelling de la Russie. Emmanuel Macron a dit qu'il devient utile de parler à Vladimir Poutine et aujourd'hui le porte-parole du Kremlin a dit oui, Poutine pourrait parler effectivement avec Macron. Est-ce que vous y croyez ?
Ça, c'est un renoncement gigantesque de notre part. Il faut être clair, quand on a dit qu'il ne faut plus parler avec la Russie pour plein de bonnes raisons, il fallait aussi donner aux moyens à l'Ukraine de sortir la tête haute. Aujourd'hui, le simple fait que l'Ukraine survive, existe encore, est une grande victoire. Le fait que la Russie n'arrive pas à conquérir le Donbass est une grande victoire ukrainienne également. Mais évidemment, ce n'était pas suffisant pour pouvoir permettre une victoire de l'Ukraine, une libération de son territoire. Et donc aujourd'hui, on est sur une sorte de statu quo, avec un petit peu à la Corée du Nord, avec deux zones qui se font face, avec pas vraiment de domination d'un camp sur l'autre qui permettrait de finir cette guerre par une victoire ou par une défaite selon où elle se place. Et donc, faute d'avoir été capable de soutenir l'Ukraine au bon niveau, à un moment, il faut revenir effectivement à cette discussion. Mais ça, encore une fois, c'est un renoncement et c'est faute d'avoir été à la hauteur. Je donne un exemple. Le Danemark, en valeur absolue, a davantage soutenu l'Ukraine que la France. Alors que nous sommes signataires d'un accord de défense, dans le cadre du mémorandum de Budapest, aux côtés des Chinois, des Anglais, des Américains et des Russes, nous avons signé que nous offrions une garantie de sécurité à l'Ukraine quand elle s'est débarrassée de ses armes nucléaires. Le Danemark ne l'a pas et pourtant ils ont davantage aidé l'Ukraine que nous. Merci beaucoup. Merci Xavier Titelman d'avoir été mon invité. Tout de suite, c'est votre...